Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast. Moi c'est Plax et comme d'habitude j'ai avec moi Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo ? Bah écoute, ça va. Bon, l'intersaison a définitivement commencé vu que la semaine dernière on a eu le Super Bowl et maintenant il va falloir patienter pendant cette longue période jusqu'au prochain kick-off en septembre. Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et avant qu'on commence ce podcast, je vous rappelle que désormais, vous avez vu qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dernièrement puisque on a refait l'identité visuelle du Twitter et également du YouTube. D'ailleurs, je l'ai peut-être pas mis à jour, ça me fait penser, il va peut-être falloir que je le fasse. On remercie Trey et Thiergo qui nous ont aidés pour travailler sur tout ça, surtout Trey, mais on a fait des petites réunions à 3, etc. Donc tout le monde s'est un petit peu appliqué, mais effectivement on remercie surtout Trey. Il y a eu du brainstorming. Ouais. On remercie Romain aussi qui a apporté une petite touche, la petite idée de mettre la Statue de la Liberté dans le G de Giants. C'était le petit truc en plus. Donc voilà, on a été nombreux à réfléchir à tout ça. C'est pas évident forcément, chacun y met un peu du sien et on n'est pas des organisations professionnelles, donc on compte sur la bonne volonté de chacun et ça s'est super bien passé. Donc c'était cool. Je vous rappelle également que ce podcast qui était historiquement, puisque on peut dire que c'est historique, on fait ce podcast depuis des années et des années, qui était historiquement sur YouTube, et bien maintenant il est disponible sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. On vient de vérifier à l'instant, donc vous pouvez nous retrouver un peu partout. Et ceux qui, et je les comprends, qui disaient que c'était un peu chiant d'avoir que de la vidéo, parce que c'est vrai que sur YouTube dès que tu coupes la vidéo, et bien tu n'as plus accès au son, donc ça c'était un peu relou. Et bien maintenant vous n'avez plus d'excuses, voilà. Ouais. Exactement. Alors, je me permets juste, pour faire un peu de promo à notre ami Trey, que vous pouvez retrouver sur Twitter, This is Trey, tout attaché, et le is, c'est avec un Z. On le mettra dans la description de cet épisode de podcast. Et il faut savoir que Trey, en plus d'être un fan des Giants, est aussi un streamer. Donc, il Twitch assez souvent. De jeux vidéo. Voilà, si vous êtes fan de jeux vidéo, vous allez sur sa chaîne, c'est très très cool. Moi, je passe de temps en temps. C'est assez marrant. Donc voilà. Et c'est pareil, si vous êtes sur Twitch, c'est This is Trey et vous pourrez le retrouver. Donc on le remercie encore une fois pour cette énorme contribution pour l'identité visuelle du podcast. D'ailleurs, c'est l'identité visuelle du Twitter pour l'instant, et on est en train de bosser sur le podcast puisqu'elle n'est pas encore tout à fait finie pour le podcast. Mais l'identité visuelle du compte, c'est ce que je veux dire. Tout ce qui touche les Giants à faire, en tout cas, voilà. Voilà. Bon, comme tu disais, le Super Bowl est passé, victoire des Bucks qui ont, entre guillemets, écrasé, plus ou moins. Le résultat est assez phare au final, 31-9. Mais en fait, vu que c'était les Chiefs en face, tu me disais juste avant en antenne que tu t'étais un petit peu fait chier. Moi, vu que c'était les Chiefs en face, je me dis à tout moment, il y a encore possibilité qu'ils reviennent. Parce que c'est quand même les mecs qui sont capables de te mettre 20 points en 5 minutes. Et donc, c'est jamais mort avec eux. Mais la défense des Buccaneers a été tellement forte que finalement, ils ont réussi à les écraser jusqu'au bout. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un Super Bowl quand même intéressant, parce que justement il y avait cette petite tension, on se disait qu'il y a quand même moyen qu'ils fassent quelque chose, mais globalement c'est vrai que les Buccaneers ont quand même dominé. Ouais, j'ai jamais vraiment eu cette impression qu'il y avait moyen que les Chiefs puissent revenir, puisqu'en fait, c'est là qu'on a vu vraiment tout l'intérêt d'avoir une ligne offensive solide, et moi ça m'a fait un peu sourire de voir les médias s'empresser de trouver des excuses à Patrick Mahomes, qui sont tout à fait légitimes, des excuses de dire Patrick Mahomes ne pouvait absolument rien faire, il a passé son temps à courir dans tous les sens et à envoyer des passes dans des positions incroyables, ce qui est plutôt vrai, avec en plus des receveurs qui n'attrapaient pas le ballon. Et là, j'ai envie de dire, oui, c'est Eli Manning depuis 2011. Enfin, bon, bref, j'ai pas envie de ramener ça au Giants. Et c'est aussi Daniel Jones depuis l'année dernière. Mais en tout cas, la prestation défensive des Bucks, elle a été excellente. Il n'y a rien à dire. Je suis pas un grand fan de Brady, mais mine de rien, respect pour ce 7e Super Bowl. Et il y a quand même 2 TD qui sont allés vers Gronk et un 3e vers Antonio Brown. Donc c'est assez drôle de se dire que ces personnes qui a priori n'étaient plus en NFL sont revenues au sommet de la NFL. Et je sais pas si tu as vu les vidéos de la célébration à Tampa Bay. Si, alors j'ai vu qu'ils ont lancé le trophée d'un bateau à un autre et que Tom Brady est rentré complètement bourré. Il se faisait tenir par un mec, c'était assez drôle. D'ailleurs, j'ai été surpris, je me dis, mais il fait exprès. C'était bizarre de voir Tom Brady comme ça. Quoi. C'était assez étonnant comme image. Et j'ai vu aussi un petit truc qui, pour nos amis fans des Cowboys qui peut-être écoutent ce podcast, enfin j'en doute, c'est un truc sur NFL Meme où tu vois la photo de la fille de Tom Brady qui tient le Lombardi Trophy après le match et qui dit ça c'est la 5e ou 6e fois que la fille de Tom Brady tient le Lombardi Trophy, soit beaucoup plus de fois que les Cowboys n'en ont gagné depuis ces 20 dernières années. J'ai trouvé ça assez violent.
Ils en prennent toujours pour leur grade, les Cowboys. C'est un peu les mal-aimés de la ligue et c'est tant mieux, ça nous fait bien plaisir. Bon, voilà, c'était ce Super Bowl. Du coup, comme tu disais, on est dans le ventre mou de la saison. Ça y est, il se passe plus grand-chose. Et à la draft qui va arriver, il va y avoir la free agency, mais pour l'instant, c'est un peu le calme plat. Il y a quand même un tout petit peu d'actu. D'ailleurs, on a résumé un peu les actus tout à l'heure. On a oublié de parler d'Alex Tanney. Ah oui, Alex Tanney qui arrive, notre grand ami, l'éternel espoir des Giants. Mais d'ailleurs, mais en fait, on en parlait l'autre jour sur Twitter de dire qu'on allait faire un podcast de 3 heures sur la carrière d'Alex Tanney. C'est parti. Avec des highlights et tout ça, t'imagines le podcast trop chiant. Je sais pas si on aurait de quoi dire pendant 3 heures. Parler de tous ses entraînements, ça serait magnifique. Après, tu sais qu'il a les statistiques les plus hautes en tant que passe complétée chez les Giants. Je crois qu'il est... Vu qu'il n'a pas lancé beaucoup de passes, il y a un truc comme ça qui passe sur lui qui est assez marrant. Il faudrait retourner voir ses stats, mais je crois qu'il a beaucoup de passes complétées en pourcentage parce qu'il a dû en lancer 5 ou 6 ou un truc comme ça. Enfin bref. Bah tu sais, moi je peux dire que je suis meilleur qu'Eli Manning parce que je n'ai jamais eu aucune défaite pour les Giants ni aucune interception. C'est ce que j'allais dire, t'as pas pris d'interception. Ouais. Et puis t'esquives parfaitement les sacs parce que t'as aussi 0 sac encaissé, donc bravo à toi. T'es vraiment un joueur exceptionnel. Non, mais sinon, niveau actualité, t'avais quand même 2-3 petits trucs à nous soumettre. Juste un puisqu'on a parlé du Super Bowl, donc ça s'est fait. Enfin oui, si on peut. Alors on peut parler rapidement de notre nouveau coach de ligne offensive qui a été embauché la semaine dernière. Ça va être très vite. Il s'appelle Rob. Alors je sais pas si c'est Salé, un peu comme le coach des Jets, mais c'est un gars qui vient en fait de la NCAA. Il a jamais coaché. Donc il vient de l'université de Louisiane et il a jamais coaché en NFL, mais il a travaillé à Alabama avec Joe Judge. Donc encore une fois, Joe Judge récupère quelqu'un qu'il connaît et c'est quelqu'un qui a apparemment une très bonne réputation pour développer des jeunes joueurs, ce qui est plutôt pas mal étant donné qu'on a quand même pas mal de jeunes joueurs avec Andrew Thomas, Matt Peart, Shane Lemieux et compagnie quoi. Non, ça c'est vachement bien. Effectivement, j'avais vu le compte français de cette université qui disait grosse perte pour nous parce que depuis qu'il est arrivé, l'attaque se portait quand même vachement mieux. Donc c'est bien. Si eux sont tristes, c'est que nous, on peut se réjouir d'avoir ce nouveau coach. Donc effectivement, on en parlait dans les podcasts. On cherchait ce coach de ligne offensive. Et bien voilà, il est arrivé. On espère qu'il va faire du bon boulot avec tous nos jeunes. Tout à fait. Voilà, et puis après la deuxième news qui date d'aujourd'hui, vendredi quand on est en train d'enregistrer ce podcast, c'est J.J. Watt qui a le defensive end des Texans qui en fait a quitté les Texans, ils ont accepté de le relâcher. Donc à 32 ans, forcément il y a des gens qui se disent est-ce que ça devrait intéresser les Giants. Moi je vous cache pas que Acho c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est classe, c'est classe. En plus c'est un mec qui est classe, c'est un bon gars je pense. Ouais. Mais et d'ailleurs en fait c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo, il a dit moi je suis arrivé petit gars du Texan, alors petit gars quand tu vois la carrière du type ça fait marrer, petit gars du Wisconsin qui débarque au Texas et il dit vous m'avez hué le soir de la draft mais après vous avez fait que m'aimer quoi et il a passé 10 ans là-bas et il est vachement reconnaissant envers l'État du Texas. Ouais, non mais c'est un gars qui j'avais vu son interview, il était pas content de l'état d'esprit de l'équipe globale où il disait les mecs c'est abusé, faut venir vraiment jusqu'au bout pour jouer, pour gagner tout ça, même si la saison était dure. Il s'était excusé auprès de Deshaun Watson en disant on a gâché tes meilleures saisons mec, je suis désolé machin. Enfin tu vois c'est le gars qui c'est le bon teammate, c'est le bon teammate et il rentrerait parfaitement dans l'état d'esprit des Giants à l'heure actuelle et l'état d'esprit de Joe Judge. Donc effectivement s'il peut venir on l'accueille à bras ouverts. Alors après on peut pas avoir tous les meilleurs joueurs du monde dans l'équipe. Il va falloir faire des choix puisque on va parler de lui tout de suite de Leonard Williams mais lui va nous coûter cher aussi donc c'est sûr qu'il va falloir faire des choix, on pourra pas récupérer tout le monde mais malgré tout il y a des trucs mec qui me font halluciner. Je sais pas si tu as vu les salary cap de certaines équipes. Alors il y avait les deux pires, c'était les Eagles et les Saints là avant de restructurer le contrat de Drew Brees. Ils étaient à moins 100 millions de dollars. Mais comment tu peux dépasser autant le cap quoi, c'est pas possible. Comment les mecs font? C'est de la magie, moi je comprends pas. Je sais pas, mais ces dernières années, là, ces 2-3 dernières années, je vois de plus en plus d'articles qui disent qu'en fait le salary cap c'est un peu une illusion. Dans le sens où les équipes arrivent toujours, malgré le fait qu'ils ont un cap serré, ils arrivent toujours en fait à bouger un peu de l'argent pour pouvoir avoir les joueurs qu'ils veulent. Alors ça veut pas forcément dire que tu peux avoir 53 All-Pro dans ton roster, c'est peut-être un peu compliqué, mais tu trouves toujours un peu le moyen de caser ce qu'il faut si tu gères bien
ta masse salariale. Après, il y a moyen de filouter, on va dire, pour essayer de bourrer un peu les salaires quand même, malgré tout. Mais après, il faut quand même faire gaffe, parce que je sais pas si tu te rappelles il y a quelques années, quand Jerry Rice avait fait une free agency de malade, ils nous avaient récupéré plein de gars, et 3 ans plus tard, quand il l'a dégagé, Gettleman a récupéré une situation pas possible où en fait, justement, il a dû dégager des joueurs qui ont coûté une fortune en dead money. Donc la dead money, on le rappelle, c'est de l'argent qui compte dans la masse salariale en disant, bah voilà, vous avez X millions qui sont alloués à ce joueur-là, mais ce joueur-là ne joue pas pour vous. Donc c'est quand même assez handicapant. Ouais, tout à fait. Mais effectivement, il a réussi à assainir la situation. Nous, on flirte avec... à la fin de la saison, on flirtait avec le salary cap, la limite, mais on était toujours bien. Et surtout, on n'a pas des contrats... En fait, ce qui est le pire, c'est des contrats long terme avec des salaires qui font qu'augmenter jusqu'au bout. Et ils ont ça beaucoup au basket aussi. Avec des joueurs qui, sur les 2-3 premières années, ça vaut le coup. Puis les années 4-5, le mec commence à être vieux, il produit moins, mais il est payé encore plus que ce qu'il était les années 1-2-3, tu vois. Donc ça, c'est des cas où finalement, c'est comme la politique actuelle. On vise les 2 ou 3 ans à venir, et puis on verra bien ce qui se passe dans 4 ans. On sait qu'on se met un peu des bâtons dans les roues, on hypothèque un peu l'avenir, mais tant pis, parce que ce qu'on veut, c'est des résultats tout de suite. Donc là, les Giants, pour l'instant, sont pas du tout dans ce mode-là, ils sont plus en mode gestion correcte. Donc voilà, il faudrait pas qu'on craque sur des mecs comme ça, à mettre des salaires pas possibles, et le regretter plus tard. Surtout qu'à 32 ans, t'as pas envie de lui donner un contrat de 5 ans, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Voilà. Bon, écoute, je te propose qu'on passe aux notes de la défense. On avait fait l'attaque au dernier podcast il y a 2 semaines. Donc comme la semaine dernière, je vais te lister les joueurs poste par poste. Et puis si jamais j'oublie quelqu'un, n'hésite pas à me dire. Donc note A, B, C, D. Pas de E, évidemment. Parce que, et tu vois tu comme l'as suffisamment dit la dernière fois, hein. Oui, j'ai été bien relou, je sais bien. Mais comme la semaine dernière, d'ailleurs, en fait, pour le dernier podcast, j'avais pris la peine de réécouter notre podcast de début de saison pour voir ce qu'on s'était dit. Là, je ne l'ai pas fait. Et j'ai encore une fois oublié de mettre des notes, donc je le ferai en direct. Très bien. Mais c'est pas très long à mettre des notes, hein. Il faut pas non plus 5 heures de réflexion. Donc, Ok, bon, alors on va commencer par la ligne, on va commencer par le poste de defensive tackle, l'intérieur de la ligne. Et le meilleur de tous nos defensive tackles, que les Jets étaient contents de nous refourguer et qu'on a été bien contents de récupérer. Leonard Williams, je lui ai mis... Alors j'hésitais entre A et A+, mais en fait il y a quelques joueurs qui ont été vraiment, vraiment impactants dans cette défense qui est passée de l'une des pires défenses à une défense top 10, donc c'est quand même pas rien. Et je lui ai mis A+, à Leonard Williams parce qu'il fait la meilleure saison de sa carrière en NFL et qu'il n'y a plus de débat en fait sur est-ce qu'il faut le re-signer ou pas. Le débat était valable il y a 1 an, maintenant c'est terminé, je crois que tout le monde veut le re-signer, quoi. Ouais, alors A+, oui, pourquoi pas, je dirais A, pour juste rappeler ses stats, 16 matchs, 12 titularisations, et donc il a marqué 11,5 sacs, 30 QB hits, 57 plaquages, donc 14 pour perte, une passe défendue, un fumble recouvert, et il a participé à 73% des snaps défensifs. Donc vraiment une saison incroyable pour Leonard Williams. Et ouais, tu le disais tout à l'heure, ça va nous coûter cher, mais je pense que ça en vaudra la peine parce que c'est un joueur qui va sur ses 27 ans. Et il est encore très jeune, c'est ce que j'allais dire. Il est encore très très jeune. Alors Leonard Williams a quand même fait une réflexion en fin de saison en disant, vous savez, pour moi ça n'a jamais été une histoire... d'argent, j'ai été drafté un peu haut, donc je me suis fait de l'argent très très rapidement, très tôt dans ma carrière, mais c'est plus une question de respect. Donc en fait, quand tu le traduis, c'est quand même un peu une histoire d'argent, parce que s'il n'a pas l'argent, il va considérer qu'on ne le respecte pas. Après, moi je suis aussi du genre à dire que les joueurs de NFL, ils peuvent avoir leur carrière qui s'arrête à n'importe quel moment, donc ils ont intérêt à récupérer autant que possible quand ils le peuvent. Donc j'en voudrais certainement pas à Leonard Williams de chercher à être très très gourmand. Bien entendu, on va pas lui filer 40 millions, mais non, ça va viser les 20, quoi. Je pense qu'il va dire je vais être payé autant qu'Aaron Donald. Il va y avoir quelques discussions. On va lui dire bon, ok, t'es bon, mais t'es pas Aaron Donald. On va te donner un peu moins qu'Aaron Donald, et puis ça va tourner autour de 19-20 millions. Ouais, ça devrait être quelque chose comme ça. Et donc il est plus jeune, Leonard Williams, que Dalvin Tomlinson, qui est notre deuxième defensive tackle phare. On en a 3 en fait, des defensive tackles qui sont vraiment bons. Et Dalvin Tomlinson, je lui ai mis une note de B+, parce qu'il a été quand même un petit cran en dessous, mais c'est quand même un mec ça frise le A, parce que
Il a peut-être pas des stats aussi flashy, mais c'est un mec qui fait du boulot de tranchée, quoi. Tu vois, c'est le genre de mec qu'on voit pas, mais quand tu l'enlèves, par contre, tu sens qu'il y a un truc qui manque. Donc c'est quand même une pièce importante et c'est les discussions qui reviennent en ce moment beaucoup, c'est comment on va faire pour garder ces deux joueurs-là parce qu'il avait son contrat rookie, Tomlinson, mais que ça arrive à la fin. Ouais. Alors Tomlinson, 16 titularisations. Pour le coup, tous ces matchs, 4 passes défendues, 3,5 sacs encaissés, pris, 10 quarterback hits, 49 plaquages, 8 TFL et 60% des snaps défensifs. Donc en effet, un cran en dessous que Leonard Williams, mais il faut aussi voir quelle est sa position sur la ligne. Il est généralement beaucoup plus à l'intérieur que Leonard Williams, qui lui va être sur le côté, entre le guard et le tackle, alors que pour moi Tomlinson il est plutôt entre le guard et le centre, un peu à la Dexter Lawrence. Oui, il est plus à l'intérieur de la ligne que Leonard Williams. Donc en fait, ces postes-là, à l'intérieur de la ligne, tu as naturellement un peu moins d'opportunités d'atteindre le quarterback. Donc c'est pas parce qu'il a moins de sacs qu'il fait un moins bon boulot. Au contraire, je pense qu'en fait tu as tout un tas de statistiques invisibles qu'on ne voit pas. Le fait d'être en train de bloquer 2 hommes de ligne rien qu'à toi tout seul, c'est un job énorme, quoi. Oui, donc, quand tu te prends un double team dans la tronche, de toute façon, c'est de base par définition, ça devient compliqué d'aller saquer le quarterback. Mais il faut aussi comprendre que le boulot des gars, c'est pas toujours d'aller saquer le quarterback. Parfois, c'est d'être en contain, de lire les mecs, tu vois, qui bloquent, mais ils lèvent la tête, ils regardent ce qui se passe à droite à gauche, où est-ce que va le QB, je drive les mecs, je les pousse à droite à gauche. Donc c'est pas toujours dans leur consigne d'aller saquer le quarterback. Donc c'est pas étonnant. Et le boulot qui sort pas dans les stats et reste quand même extrêmement intéressant de ce que fait Tomlinson. Et d'ailleurs Dexter Lawrence qui vient juste après, c'est un peu le même genre de boulot. C'est presque plus des nose tackles finalement. Des gars qui vont se retrouver tant stack au centre ou qui vont être vraiment entre le centre et le garde vraiment l'intérieur de la ligne au maximum, et c'est des gars qui vont se manger beaucoup de double team, donc c'est des gars de l'ombre pour moi, mais Dexter Lawrence aussi, lui pour le coup il est très jeune parce qu'on l'a drafté il y a 2 ans, et il est aussi extrêmement bon, c'est un mammouth le gars. Il va avoir 23 ans. Alors justement, je pense que le fait que Dexter Lawrence soit aussi jeune, ça va peut-être permettre de mettre un peu la pression sur Tomlinson, en mode où les Giants pourraient très bien lui dire, bon écoute, nous déjà notre priorité c'est Leonard Williams, ça tout le monde le sait, même toi, et puis surtout si t'es trop gourmand, bon bah on te dira au revoir, et on a de toute manière Dexter Lawrence pour prendre la relève derrière. Dexter Lawrence a des statistiques à peu près similaires à David Tomlinson. Il a juste 15 titularisations malgré 16 matchs joués, 4 sacs, 10 QB hits aussi, 53 plaquages et 6 TFL, donc c'est assez kiff-kiff, même en termes de participation, 60% des snaps défensifs, pareil. Et d'ailleurs, une stat qu'on n'a pas évoquée, c'est que ces 3 joueurs là qu'on vient d'évoquer, ils ont aussi participé en special teams. Williams, 24% des snaps, Tomlinson, 17%, et Lawrence, 36%. Bah, tu vois, je savais pas ça. Pro Football Reference met des stats, et je trouve ça super intéressant parce que il y a des joueurs, parfois tu te dis mais ils font quoi, et c'est là que tu te rends compte qu'ils sont en special teams, et special teams t'as pas forcément toujours des stats qui ressortent. Non, puis sur la ligne, de toute façon, il faut que tu sois en équipe de punt ou en équipe de punt return. Dans tous les cas, il faut que tu aies des defensive linemen ou des offensive linemen. Donc, ça doit être pareil pour la O-line. La O-line doit aussi jouer en partie en special teams. Donc ça, c'était les 3 titulaires. On a mis une note. Moi, j'ai mis B pour Dexter Lawrence. Bah, tu vois, en fait, je dirais Dexter Lawrence, David Tomlinson, j'en mettrais un B+, voire un A-. B+, ouais. Okay. Voilà, et Leonard Williams, un A+. En fait, ce trio-là, j'ai plus envie de le noter ensemble, et là, tu leur donnes un A complet, parce que je pense que le succès de l'un dépend aussi des 2 autres, et ça vaut pour n'importe quel de ces 3 joueurs. Et puis, c'est un peu par là que tout commence aussi sur une défense. Si ces 3 joueurs-là sont aux fraises et sont des guignols, t'as beau avoir des All-Stars derrière, tu pourras rien faire parce que tu vas manger tout le match. Donc voilà, c'est vraiment là que s'ancre cette défense, et c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, les défenses qu'on a eues qui nous ont emmenés au Super Bowl, rappelle-toi, à base de Strahan, tout ça, bon, c'était plus des outside linebackers, defensive end, mais on avait des defensive line qui étaient énormes quand même, et c'est vraiment extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment cool qu'on ait de quoi faire, et qu'on ait même de quoi faire tourner, puisqu'on a derrière, alors les 2 autres que j'ai cités, c'est BJ Hill et Austin Johnson. BJ Hill, malheureusement, c'est un gars qui était dans sa 3e année et qui a un peu disparu, du coup, forcément, parce qu'il y a eu beaucoup de rotation, on l'a moins vu, donc je le mis C, parce qu'il a disparu en fait finalement. Voilà, il n'y a même pas grand chose à dire sur lui parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette année, je trouve.
Difficile de trouver sa place quand tu es derrière les 3 joueurs qu'on a cités. Hein. Je pense que dans une autre équipe où il aurait un peu plus d'opportunités, il pourrait se montrer. Je trouve ça peut-être un peu sévère de lui mettre un C alors que c'est pas forcément de sa faute. Austin Johnson, il a rempli son rôle. Austin Johnson, ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, au final, je trouve que de mémoire, hein, de ce qu'on avait dit de la ligne défensive quand on l'avait analysé avant la saison, c'est on attendait, on disait il y avait un énorme potentiel et ce potentiel s'est réalisé. Et Austin Johnson, on n'avait pas de grandes attentes de lui, on se disait bon bah il va venir pour quelques snaps, c'est ce qu'il a fait. Et BJ Hill, on s'attendait bien à ce que ce soit un peu la 5e roue du carrosse, hein, donc il est venu dépanner une fois de temps en temps. Mais il reste quand même au-dessus du niveau d'un Austin Johnson. Pour moi, tu vois, il est un peu entre les deux. C'est le mec qui est pas titulaire, mais qui pourrait, si comme tu l'as dit, il n'y avait pas autant de mecs forts devant lui. Donc, mais le fait qu'il n'ait pas réussi à s'imposer, tu vois, on aurait pu imaginer qu'en 3e année, il passe une étape, et finalement, ça n'a pas vraiment été le cas, donc il s'est retrouvé un peu derrière. Voilà, donc c'est pour ça que moi je lui ai mis C. Austin Johnson, il serait un petit peu au-dessus au niveau des notes, plutôt C+, B-, parce que pour un remplaçant, voilà, c'est effectivement, si on le considère comme un titulaire, là il a un D, il n'y a pas de doute, mais il fait le boulot, il est là de temps en temps dans la rotation et il reste intéressant quand même. C'est bien d'avoir des mecs qui tournent. En fait, les mecs ont besoin de sortir du terrain de temps en temps pour respirer, donc si tu fais rentrer un mec et que tu sais que ça va être la catastrophe, bah là c'est panique à bord, mais quand tu dis le mec va tenir la baraque pendant un snap ou deux, c'est toujours intéressant. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres defensive tackles que tu voulais citer? Sinon, je vais passer aux inside linebackers après. On peut citer rapidement 2-3 gars qui ont vraiment eu des participations anecdotiques. Tu vois, il y a Jabal Sheard qui a fait. Attends, ça c'est plutôt, il est plutôt en outside. Hein. Il est considéré comme outside sur le site des Giants. D'accord. Bon, et sinon il y a R.J. McIntosh qu'on a drafté en fin de draft 2018 qui n'a rien fait. Donc lui, je pense qu'il c'est du practice squad. Il va partir. Sinon on passe au linebacker. Ok, donc inside linebacker. Alors évidemment, on va commencer par le maître Blake Martinez. Alors là, je lui mets aussi, comme Leonard Williams, un A ou un A+. C'est à la fois pour ses stats qui sont monstrueuses où vraiment ça a été la tour de contrôle, mais aussi pour son côté leader qui, ça je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais qui nous avait vraiment manqué pendant longtemps. On n'a pas eu un gars qui était la vraie tour de contrôle de cette défense et on l'a retrouvé avec Blake Martinez, c'est le quarterback de cette défense. Et pour tout ce qu'il a fait sur cette saison, pour son côté meneur d'hommes, etc., pour moi c'est A+. Ouais, clairement, A+. Une stat qui est impressionnante chez Blake Martinez, c'est 97, pardon, je vais y arriver, 97% de snap défensif. Le gars était là tout le temps. Et il a réussi à caler un petit pourcent des snaps en ST quand même. Alors j'aimerais bien savoir. À mon avis, si t'as un mec qui est blessé, ils doivent mettre quelqu'un à sa place. Voilà. T'imagines, ça veut 1%, c'est quand même un jeu sur 100, ça doit faire 1 dans la saison, quoi. Voilà, donc pour ses stats, 16 titularisations, 151 de plaquage, je crois qu'il est 3e ou 4e en plaquage solo de la. En tout cas, dans le top 5. Il a 86 plaquages solo, il doit être donc dans le top 5 des plaqueurs, 9 plaquages pour perte, 6 QB hits, 3 sacs, 1 fumble recovery. Je crois que c'est là, ce match contre les Redskins où personne ne voulait vraiment gagner et où ils ont poursuivi le ballon là sur 15 yards. Oui. Donc il me semble que c'est ça. Et quoi d'autre, 2 first fumble, 5 passes déviées et 1 interception. Ouais, on y est. La tour de contrôle. Enfin, il n'y a pas de doute, j'avais pas vu un linebacker comme ça depuis 2008-2009, Antonio Pierce. À chaque fois on y revient, hein. C'était Antonio Pierce le dernier qui était à ce niveau-là, et ça nous a manqué, hein, clairement. Hein. C'est indispensable d'avoir un middle linebacker aussi bon. Et il a été entouré par une surprise, puisque celui qui a réussi à s'imposer à ses côtés, c'est Tae Crowder, qui a été récupéré en toute fin de draft, et moi je lui mets B+, parce que c'est... Alors il n'a pas toujours été au niveau, tu sens que le mec c'est un rookie, parfois il a du mal, mais il est plutôt rapide, il est plutôt athlétique, et il a fait des bonnes choses pour un rookie, et je lui mets B+, parce qu'en fait c'est le genre de mec, tu te dis bon bah voilà, le gars va finir en practice squad, ou il va rentrer de temps en temps comme ça, mais en fait non, il a réussi à s'imposer, et ça c'est bravo à lui, donc le B+ est mérité, je trouve. Ouais. Et c'est, il nous a marqué donc un TD contre la Washington Football Team en fin de match. C'était assez incroyable sur un fumble recovery.
Ouais, on n'a pas arrêté de le dire pendant toute la saison. Not so irrelevant, hein, puisque c'est lui qui a été drafté le dernier en 2020. J'ai hâte de le revoir en 2021, voir s'il est capable de continuer sa progression sous la défense de Patrick Graham. Ouais. Et juste derrière, on a David Mayo qu'on avait re-signé pour un petit contrat qui, pour le coup, on l'avait trouvé intéressant en fin de saison dernière et en fait, il n'a pas été, au niveau. Je lui mets C-, il a quasiment, il a pas dû faire beaucoup de snaps à mon avis. 18% des snaps défensifs, 50% des snaps en ST, donc il était principalement en ST. Et donc en effet, je suis d'accord avec toi. C'est moi. Décevant en fait par rapport à ce qu'on avait pu attendre de lui en fin d'année dernière. Voilà, et il y a aussi Devante Downs, là, je suis pas capable de le noter parce que j'ai pas spécialement de souvenir de son jeu. C'était lui qui était titulaire en tout début de saison et ça a été catastrophique. On se demandait ce qu'il foutait sur le terrain, le gars. C'était lui qui était titulaire au premier match avec Blake Martinez. Ça a été vraiment pourri et il a fini par disparaître petit à petit, revenir un peu en fin de saison, mais là, j'ai pas spécialement de notes. Pour moi, c'est un mec qui a pas trop d'avenir, je pense. Eh ben, il me semble que c'était à cause de lui que les Giants avaient décidé de mettre Ryan Connelly sur le practice squad en disant on garde Devante Downs et on court le risque de perdre Ryan Connelly, et on a perdu Ryan Connelly. Après, c'est un gars, il n'y avait pas grand chose qui était attendu de lui cette saison non plus, donc c'est à voir. Il sera à mon avis au training camp, mais à voir ce qu'il a à nous proposer pour 2021. Et Ryan Connelly, qu'est-ce qu'il devient alors? Puisque tu te rappelles, on avait checké mi-saison ce qu'il avait fait. Statistiques NFL, Week 17 2020, 26 plaquages, 1 sac. C'est toi qui as des posters de lui dans ta chambre. Bah, moi je le kiffais l'année dernière. Mais 26 plaquages cette année. Bon, bah écoute, en tout cas, ça n'a pas été le mec qu'on attendait. On pensait vraiment que ça allait devenir un titulaire en puissance. Et même du côté de Minnesota, apparemment, ça n'a pas été le cas. Les choses changent vite en NFL. Exactement. Ah bah, d'une saison à l'autre, une blessure et ta carrière peut être terminée comme ça du jour au lendemain. Outside linebacker maintenant. On commence avec ton chouchou pour le coup. Là, voilà, un mec dont tu as des posters dans ta chambre et dans tes toilettes. C'est Kyler Fackrell. Moi, je lui mets B+, parce qu'il est arrivé, pareil, c'est pas un joueur qui était une grosse star du côté de Green Bay. Et finalement, il a fait plein de choses intéressantes. Et quand il n'a pas été là sur l'extérieur, on a bouffé sur l'extérieur. On s'est pris un paquet de jeux à l'extérieur de la ligne et ça nous a fait bien mal. Et quand il est revenu, on a senti que ça a un peu solidifié l'extérieur. Donc c'est un joueur qui est important actuellement puisqu'on n'a pas grand monde pour le remplacer. On a eu beaucoup de blessés en outside linebacker aussi. C'est Kyler Fackrell même. C'est 4 sacs sur la saison, c'est plutôt honorable. Aussi 10 quarterback hits. En fait, c'est marrant, en regardant les stats de notre défense, on trouve énormément de joueurs qui ont 10 quarterback hits. Donc il nous a aussi fait une interception avec un retour de 46 yards pour TD. Enfin, c'est pas un gars sur lequel tu fondes une défense, mais c'est un gars qui est capable qui est très opportuniste et qui est capable de t'obtenir de belles actions de temps en temps. À mon avis, on le reverra pas en 2021 parce qu'il avait signé avec les Giants un contrat d'1 an qui était ce qu'on appelle un prove it deal, qui est donc en fait un contrat que les joueurs signent pour 1 an histoire d'augmenter un peu leur valeur marchande pour la free agency. Donc là, avec sa bonne saison 2021, il va aller toquer à la porte de quelques équipes qui ont désespérément besoin d'un outside linebacker. Ah, comme les Giants, tu veux dire? Ouais, mais tu vois, on doit déjà casser la tirelire pour Leonard Williams, David Tomlinson. Je doute qu'on... Et JJ Watt, oublie pas. Voilà, et JJ Watt. Donc je doute qu'on la casse absolument pour Fackrell. Fackrell, mine de rien, nous a quand même bien aidé, puisque comme tu as dit, on a eu énormément de blessures avec Lorenzo Carter et Oshane Ximines, qui en fait nous ont tous les deux lâchés au bout de la 5e semaine. Et on comptait sur eux pour mettre des sacs. Et je me souviens que j'avais fait une analyse, je crois que c'était pour TD Actu, où j'avais dit que le succès de notre défense passerait par ces jeunes outside linebackers, est-ce qu'ils seraient capables de mettre la pression sur le QB. Ils se sont blessés tous les deux très vite, et finalement il y en a d'autres qui ont pris le relais, mais malgré tout je pense qu'il nous faut quand même des gars sur l'outside, et si on perd Fackrell comme tu le pressens, il va falloir le remplacer forcément, parce qu'on ne peut pas compter sur ceux qui sont derrière, même s'ils ne sont pas tous pourris, et Carter revient et qu'il avait été très bon le peu de matchs qu'il avait fait.
Il nous faudrait quand même, si on en même temps on peut pas avoir des mecs élites à chaque poste, mais ça ferait plaisir quand même, un mec sur l'outside qui serait vraiment très bon. En fait, si tu veux des mecs élites à chaque poste, il faut être capable de bien drafter. C'est ce que j'allais dire. C'est tout simplement ça. Et je pense que l'ami Gettleman nous a quand même montré qu'il était capable de faire de belles trouvailles. On va pas dire que c'est du 100% parfait, mais on va dans la bonne direction à mon avis. Ouais, ce sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire sur ce poste d'inside linebacker. Après, tu citais Jabal Sheard, je sais pas comment on prononce, qui a été assez intéressant, sans être vraiment incroyable. C'est du C plus B-. C'est un mec qui a fait la rotation, quoi. Voilà. Comme Carter Coughlin un peu, c'est des mecs. Sauf que Carter Coughlin c'était un rookie plutôt. Mais Jabal Sheard, c'est ça, il était là pour aider la défense. Il a eu un sac et demi. Il a aussi pris un peu plus de place quand on s'est débarrassé de, comme il s'appelle, Marcus Golden. C'était. Je trouve que en fait, globalement, on a une saison, hormis Kyler Fackrell, on a une saison pour les outside linebackers qui était quand même assez décevante. Ouais. Et je crois qu'on se l'est déjà dit, c'est nos deux besoins principaux, c'est playmaker offensif au poste de receveur et un edge rusher. Ouais, oui, c'est effectivement ce qu'on s'était dit, donc on le voit. Après, il reste Cam Brown, qui était lui aussi un rookie comme Carter Coughlin, et qui est pareil, c'est un peu des mecs qui ont été intéressants quand ils ont pu jouer, mais en fait, il y a eu beaucoup de rotation parce que vu qu'il n'y a pas un titulaire en force, finalement, tu fais un peu tourner tout le monde. Mais c'est ça ce que j'ai bien aimé, et toi aussi, tu l'avais déjà dit, hein, c'est ce qu'on a bien aimé avec le staff de Joe Judge, c'est qu'ils n'ont pas hésité, que ce soit en attaque ou en défense, à faire tourner les gars. Au niveau linebacker, on avait énormément de gars, on les a tous mis à contribution. Tu parlais de Carter Coughlin, moi je trouve que c'est un gars qui a fait de belles apparitions, notamment contre Seattle, où on voyait souvent le numéro 49 qui était en train de faire du contain pour empêcher Russell Wilson de se casser. C'est aussi un gars qui fait, a eu son premier sac en NFL sur Tom Brady. Je pense que quand tu débarques en NFL et que tu peux saquer quelqu'un de la carrière de Brady, c'est quand même la classe. Il a principalement participé dans les special teams, mais c'est un joueur que j'ai trouvé intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'était l'état d'esprit des mecs qui jouent pas beaucoup, mais quand ils rentrent, ils sont impactants. Ça, c'est bien, tu vois, parce que tu pourrais te dire, soit le mec est pas prêt, tu vois, d'un coup on lui dit, mec, tu rentres. Et ça, c'est quand t'as joué au foot américain, à des moments où tu joues pas et d'un coup on te dit, là c'est à toi, tu rentres. Putain, en fait, si t'es pas prêt, ça te fait bizarre, quoi. Ouais. Tu passes de, je suis en train de me les cailler, parce qu'en plus, quand tu joues en France, tu joues en hiver, il fait froid, etc. Tu te les cailles et d'un coup on te dit tu rentres, oh putain, alors là faut que tu sois prêt dans ta tête et dans une moindre mesure, les mecs c'est quand même des professionnels, mais il y a quand même ce petit effort psychologique à faire et les gars t'as l'impression qu'ils sont toujours prêts en fait, que le coaching staff fait ce qu'il faut pour que les mecs soient prêts à rentrer et on n'a jamais vu ou très rarement des gars perdus sur le terrain. Ça, alors qu'il y a 2 ans c'était le classique, le mec perdu que c'est pas ce qu'il fait, qu'il laisse une zone toute vide, ça on l'a pas vu. Mais alors ça justement ce que tu racontes c'est intéressant parce que moi ça me fait penser à la série Hard Knocks qui à chaque année, alors ça fait 2-3 saisons que je regarde plus parce que je trouve qu'en niveau qualité c'est un peu perdu, mais ça te montre justement tous ces joueurs qui sont du fond du roster, qui essaient de se faire une place en NFL, qui arrivent en pré-saison et ils savent qu'ils vont avoir que une dizaine de snaps pour tenter leur chance et ils sont au taquet et c'est là que tu te dis que si déjà ils ont la pression en pré-saison et que en fait le moindre plaquage raté ou le moindre ballon droppé c'est un drame, imagine non seulement en saison quand en fait on est censé avoir gardé le meilleur de tout ça, 53 x 32, je ferai pas le calcul, mais c'est censé être la crème de la NFL. J'imagine bien que si tu arrives sur le terrain, que tu es paumé et que tu sais pas quelle est la couverture à faire ou tu sais pas quelle route tu dois tracer et que t'es pas psychologiquement prêt, surtout que si t'es pas dans le match, c'est ça qui est dur en fait, c'est de regarder les mecs jouer et puis d'un coup c'est à toi d'être acteur, donc il faut psychologiquement te mettre en mode je joue et c'est à moi de jouer, quoi. Ça c'est pas évident. Donc outside linebacker, le poste qui a le plus souffert dans notre défense. On passe au cornerback avec là encore un A+, puisque James Bradberry, je ne voyais pas quoi lui mettre à part un A+. Il a été A++. Le A++, ouais, c'est le mec qui a su loquer tous les receveurs, il a fait le boulot, il a fait des interceptions, il a des passes pas typées, mais il a comment on dit ? Déviées. Passe déviée, voilà.
Je crois qu'il a mené la NFL sur cette stat-là. Donc le mec a été notre meilleur cornerback et un des meilleurs cornerbacks de la NFL cette année. Ouais, sans aucun doute. Il était... Enfin, quelle signature de la part de Gettleman encore. Alors, c'est ça ce qui est en fait difficile, et je pense qu'on s'est déjà posé la question. Alors, il me semble que toi, tu avais répondu Blake Martinez, mais aujourd'hui, je ne sais toujours pas te dire qui est le MVP défensif entre Leonard Williams, Blake Martinez et James Bradberry. Ouais, moi, j'avais mis Martinez. Parce que Martinez, pareil, 93% des snaps défensifs joués, et il en a joué 21% en special teams. Donc, ouais, c'est... Et regarde ces mecs-là, en plus, Martinez et Bradberry, c'est des mecs qui ont des contrats à 10 millions l'année, un contrat sur 3 ans, et qui sont des signatures de l'intersaison précédente. Donc ça a vraiment fait step up notre défense à un point assez impressionnant, quoi. On a loqué certains postes où on était vraiment faible, et là, il n'y a plus de doute sur quel est le titulaire. Du coup, ça nous permet de faire une belle transition vers le CB2, parce que il y a pas de doute sur James Bradberry, et je pense qu'en effet, on peut dire A++, c'est largement mérité. Mais niveau CB2, ça a été compliqué cette année. Oui, ça a été compliqué, on a longtemps cherché, on a pas mal fait tourner. Finalement, celui qui s'est imposé, c'est Isaac Yiadom, qu'on avait récupéré, je crois qu'on avait tradé un tour de draft, un 4e ou 5e tour, je sais plus ce qu'on avait fait. Bref, on avait récupéré dans une autre équipe, et il a su petit à petit faire le boulot, parce que malgré un ou deux matchs assez catastrophiques, finalement, lui aussi a su élever son niveau de jeu et à s'imposer comme en tout cas le moins mauvais des joueurs à l'opposé de Bradberry. Donc je lui mets quand même, tu vois, un B- finalement, parce qu'il n'a pas abdiqué malgré ses mauvais premiers matchs, et c'était pas autant un problème qu'on aurait pu le penser au début, en tout cas, si on peut le formuler comme ça. Non, c'était il y a eu des hauts et des bas, mais bon, j'aimerais bien, tu vois, par exemple, j'aimerais bien qu'on puisse éventuellement récupérer un Sam Beal pour 2021. Mais on sait pas ce qu'il donne, ce mec, il a jamais joué. Quasiment. Ouais, il a quasiment jamais joué. Il a été blessé quand il est arrivé, après il a pas joué, après il a opt-out. C'est... Oui, mais justement, c'est quand même un gars qui est un haut choix de draft. Oui. On pourrait espérer qu'il y ait là un potentiel pour venir seconder et seconder Bradberry, et du coup remplacer Yiadom, parce que Yiadom, ça reste quand même assez irrégulier. Donc c'est plus un gars à qui je mettrais un C+. Ouais. Moi, je reste sur B- pour... Bon, après, ça reste quasiment la même chose, mais pour vraiment sa progression, et il se soit battu jusqu'au bout, qu'il ait finalement réussi à s'imposer. En tout cas, c'était clairement moins mauvais que ce qu'on avait l'an passé. Et surtout, ce qui était vraiment meilleur, c'est notre cornerback intérieur, Darnay Holmes, le rookie de UCLA, qui, là, je lui mets un B, parce que c'était pas toujours évident au tout début, et il a vraiment lui aussi progressé tout au long de la saison. C'est un rookie, c'est pas facile, c'est un poste à l'intérieur qui est vraiment pas simple. Il a fait un excellent match contre les Cowboys, où il y avait, on paniquait en se disant là les Cowboys ils ont 3 receveurs élites, comment on va faire, et finalement il a vraiment tenu le coup contre CeeDee Lamb notamment. Il l'a empêché de marquer sur une passe où il va lui arracher des mains, etc. Donc il a vraiment fait le boulot, et c'est un joueur que je trouve vraiment intéressant pour la suite, là où l'an dernier en corner, je sais même plus quel était notre corner intérieur, mais je me souviens que c'était une catastrophe. Oui, moi non plus, je me souviens plus, mais on a bien fait d'oublier quelque part. Darnay Holmes, en effet, on le voyait assez souvent, il faisait pas mal de blitz, il se débrouillait plutôt bien dans le slot, mais il s'est aussi pris pas mal de flags pour defensive pass interference. C'est vrai. Mais parfois c'est mieux de se prendre ça que de laisser le mec catcher aller marquer derrière. Tu sais, parfois c'est aussi... bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que pendant juste pour revenir au Super Bowl de la semaine dernière, oui, c'est ça, la semaine dernière, il y a eu comme ça alors il y a eu beaucoup de DPI flagués à tel point que les gens se sont dit, en fait, il y en a trop, quoi. Faut peut-être un peu se calmer au niveau de l'arbitrage. Mais il y en a eu une où, en fait, je crois que les Chiefs ont clairement fait une DPI parce que s'ils faisaient pas ça, il y avait TD derrière. Donc oui, il y a des moments où il le faut. Mais ce que je veux dire, c'est que pour Darnay
Holmes, pour revenir à ce joueur-là, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler parce que le slot, c'est justement, t'es dans le trafic, ça part dans tous les sens et il y a une certaine subtilité à avoir qui est pas très simple. Que moi en tant que spectateur j'ai du mal à maîtriser mais à apprécier, mais j'imagine qu'en effet à jouer ça va être encore plus compliqué, donc facile à critiquer quand tu es assis sur ton canapé. mettre en pratique c'est autre chose, mais je compte bien sur le staff de Judge pour travailler sur ça. Mais tu l'as dit aussi, il a blitzé pas mal et il a été assez physique. J'ai vu une vidéo de lui, c'était je sais plus contre quelle équipe, où il va au blitz, c'est un running qui arrive pour l'arrêter et il le défonce, il le met sur le cul et il va attraper le quarterback derrière. Enfin, il sait être physique quand il faut, Holmes, et c'est un mec que j'apprécie bien. Moi je trouve que c'est pareil, c'est le gars positif qui va faire des jeux, qui a l'air d'être content d'être là. Voilà, c'est un mec que je suis content d'avoir dans la rotation en tout cas. Et qui fait le boulot à l'intérieur. Je pense qu'il n'y a pas de raison, tant qu'il ne se blesse pas, de regarder ailleurs. Et d'ailleurs, le dernier que je mets en cornerback, c'est... Alors, en fait, sur le site des Giants, ils ont certains joueurs en cornerback, certains joueurs en DB. Donc, j'imagine que quand ils les mettent en DB, c'est qu'ils estiment qu'ils peuvent aussi jouer safety. Julian Love, moi, je le mets plutôt en cornerback parce que s'il a joué en safety pendant la saison, finalement, là où il a été le meilleur et là où il a joué en fin de saison, c'était en cornerback 2. Et il a été extrêmement bon. Et du coup, je pense qu'il y a de l'avenir sur ce joueur. Il n'avait pas trop été testé en tant que cornerback 2. Finalement, en fin de saison, il a joué un peu et on s'est rendu compte, tiens, mais en fait, ce mec s'est joué cornerback 2, incroyable. Et donc, voilà, je pense que c'est un gars qui peut faire des choses sur les années à venir. Et je lui mets un B parce que c'est pareil, c'est un mec qui a fait quand même des rotations à droite à gauche, qui a été plutôt convaincant quand il a joué. Il a joué safety, il a joué corner, il a joué intérieur. Enfin, il a fait un peu de tout, donc c'est un mec que j'aime bien aussi. Ouais, sa polyvalence l'a quand même pas mal aidé. Je sais pas où est-ce qu'on en est dans son contrat, s'il a encore beaucoup d'années, mais clairement il y a une bonne base sur laquelle on peut construire. Faut pas non plus oublier que cette saison c'était la première saison dans le système de Patrick Graham, donc tout n'était pas parfait. On a quand même vu une progression tout au long de l'année, mais je m'attends clairement à ce que 2021 soit une meilleure année que 2020, surtout si cette fois ils peuvent avoir un véritable programme d'intersaison. Oui, exactement. Et donc il nous reste les safety, avec en tête notre strong safety Jabril Peppers qui a enfin montré tout son potentiel après ce trade. En fait, plus ça avance, plus le trade d'Odell Beckham paraît intéressant. Et Jabril Peppers, je lui mets un A aussi. Alors pas A+, parce qu'il n'est pas au niveau d'un Bradbury, d'un Leonard Williams, je pense. Mais ça reste un joueur très bon. Qui fait largement le boulot et niveau technique je le mets pas en tant que leader mais au niveau technique et vraiment en jeu pur et en capacité intrinsèque je le mets au-dessus de Logan Ryan et je lui mets un A en fait. Voilà. Ouais, complètement un A. Il est physique, il couvre plutôt bien aussi, ce qu'on n'avait pas avec Landon Collins. Donc voilà, à part A je vois pas ce qu'on peut lui mettre à Peppers. Je dirais un A. C'est un gars, il a fait 82% des snaps défensifs, une interception, un fumble forcé, un fumble recouvert, 11 passes défendues, 2,5 sacs, 91 plaquages, dont 8 pour perte. Enfin, il était partout sur le terrain, le numéro 21, on le voyait partout, et clairement, et surtout, c'est un leader défensif, au même titre que... alors que tu vois, je vois plutôt un Bradbury comme étant quelqu'un de plutôt pas réservé mais moins expressif sur le terrain. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois plus un Martinez ou un Jabril Peppers. Tu vois, même un Leonard Williams, je trouve pas que ce soit quelqu'un qui la ramène énormément sur le terrain. Non, mais ça dépend de... Tout le monde va pas être un leader à mener les gars. Après, c'est vrai que c'est plutôt Blake Martinez et Jabril Peppers dans ce rôle-là, je suis d'accord avec toi. Ouais, donc voilà, il remplit tout à fait ce rôle-là. Logan Ryan à ses côtés, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Il nous a quand même permis de gagner quelques matchs. Mais c'est un peu, par contre, Logan Ryan, j'ai l'impression que c'est un peu le cerveau quand même, et de ce qui est ressorti, c'est que c'était vraiment il disait un étudiant du jeu, mais ça se dit pas trop en français. C'est un mec qui un rat cérébral. Voilà, un cérébral. Ils disent aussi un rat de vidéo, tu vois, ou de salles vidéo, les mecs qui vont passer plein de temps à analyser les équipes adverses. Et comme je t'avais dit à un moment, en fait, il interrogeait ses coéquipiers, genre, s'il se passe ça et ça, tu fais quoi ? Ah, ok, bon, c'est bon, tu connais la réponse, très bien, mais voilà, t'avises pas de ne pas connaître ton jeu. Et on a besoin de mecs comme ça qui vraiment, lui, pour le coup, c'est un peu le briscard de l'équipe, quoi. Il est là depuis longtemps, la NFL, il connaît sur le bout des doigts, il sait ce qu'il faut faire, il connaît le playbook par cœur, et j'aime bien avoir un mec comme ça. Après, dans le jeu,
je l'ai pas trouvé incroyable, mais il est là où il faut quand il faut. Voilà, ça reste un joueur très très solide. Mais tu vois, c'est comme un Kyler Fackrell. C'est pas quelqu'un sur lequel tu vas construire toute ta secondary, mais c'est un joueur qui est opportuniste. Alors je sais pas si Fackrell est justement quelqu'un de très cérébral comme un Ryan, mais en tout cas Ryan, je le vois comme un second couteau qui rend de bons services. C'est pas un titulaire sûr, c'est aussi plus qu'un backup. Là, cette année, il était titulaire puisque McKinney était blessé. Non, bien sûr, mais je pense qu'on va continuer. À mon avis, on va continuer à le voir dans une rotation. Et initialement, il était présenté comme cornerback quand il est arrivé dans l'équipe. Finalement, il a joué safety. Ça m'étonnerait pas que Patrick Graham essaie de le mettre à différents postes. D'ailleurs, kudos pour Raph qui avait dit attention, mettez-le plutôt en safety qu'en corner et il avait annoncé ça en tout début de saison et voilà, il s'est pas trompé et c'est ce que Graham a fait, donc peut-être qu'il a le niveau de Patrick Graham en tant que coordinateur défensif. Xavier McKinney, donc lui n'a pas suffisamment joué pour qu'on lui mette une note, mais il a été intéressant quand il a joué en fin de saison et je l'ai trouvé extrêmement vif et rapide et souvent ce que les mecs disent c'est qu'en fait il y a une stat, tu sais, au 40 yards dash, à quelle vitesse tu joues, à quelle vitesse tu cours, mais il y a aussi à quelle vitesse tu joues. Et je trouve que ça c'est un mec qui joue à une vitesse incroyable et quand il voit le ballon partir, il va tout de suite au bon endroit au bon moment et sur les matchs où il a joué, les 2-3 derniers matchs, le mec faisait la réception et il avait directement McKinney dans la tronche. Très instinctif, ouais. Très instinctif, exactement. Et il fait une interception aussi sur en toute fin de dernier match de la saison qui scelle le match contre les Cowboys. Ouais. Donc c'est un joueur que c'était décevant de ne pas le voir plus et qu'il soit blessé, mais je pense qu'il peut être vraiment intéressant sur les saisons à venir. Deuxième tour de draft comme l'année dernière, donc vaudrait mieux qu'il soit bon. Ouais, ça promet pour 2021. Je trouve vraiment qu'on a une escouade défensive globalement qui... Si seulement on trouve un vrai pass rusher, on est bien. Ouais, en fait, tu vois, on n'a pas forcément d'avoir des big stars dans les squads de linebacker, puisqu'on a déjà Blake Martinez qui remplit ce rôle-là, mais un pass rusher en linebacker qui sait mettre de la pression de manière constante, ça nous aiderait énormément, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait. Après il reste Nate Ebner, mais qui venait des Patriots, mais il a surtout joué en special teams, donc on pas grand chose à dire sur lui. On l'a vu parfois en safety et on avait un peu peur, on était pourquoi est-ce que tu le mets sur le terrain, en fait parfois quand il joue avec 3 safety. Voilà. Et d'ailleurs peut-être avant de conclure, on peut juste passer en revue rapidement le special teams parce que on l'a pas fait la dernière fois déjà. Non, on l'a pas fait, mais que peut-être on l'a fait. Je crois qu'on l'a fait en 2 secondes. On avait dit A pour Graham Gano et qu'est-ce qu'on avait dit pour le punter, je sais plus. Bon, pareil, du bon boulot. Ok, non mais c'est parce qu'en fait moi c'est sur mon Excel, vu que tu sais que j'ai toujours mon Excel, j'avais mis les special teams sur la même feuille que la défense. Donc d'accord. Oui, mais on avait dit ça et finalement on en avait parlé, je me souviens enfin du... Voilà, mais bon, effectivement, special teams, on n'a pas trop de soucis sur les 2 special teamers, le kicker et le punter. Je pense qu'on n'a pas d'inquiétude à se faire sur les années à venir si on arrive à les signer. Parce que généralement, c'est des mecs que tu peux signer pour longtemps parce que c'est des salaires qui sont jamais très élevés, donc t'as pas trop de problème de salary cap pour ces gars-là. Donc, tout à fait. Voilà. Ok. Ouais. Bon, voilà, on a fait le tour. J'ai oublié personne. Moi je trouve que tu m'as pas noté sur cette saison, malgré une progression constante et une envie de bien faire. On sent que Graham Gano t'a bien coaché. Graham Gano. N'importe quoi. Patrick Graham t'a bien coaché tout au long de la saison et que t'as été remplaçant, mais quand t'es rentré, t'as fait du bon boulot. Et ça, c'était tout à ton honneur. Le prochain podcast, ce sera sur quoi ? On s'était prévu quoi ? Je ne me souviens plus. Moi non plus, mais prévision de la draft, je crois. Non, peut-être pas. De la free agency. De la free agency, c'est-à-dire que la free agency, elle est prévue pour mi-mars. Alors, on va peut-être pas prévoir qui on va signer tout de suite, mais je pense que la première étape ce serait au moins de discuter des joueurs qui sont en fin de contrat, de qui il faudrait qu'on garde, qui il faudrait qu'on laisse partir et éventuellement qui il faudrait qu'on cut, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a des joueurs qui sont toujours sur contrat mais qui ne seront pas forcément avec nous en 2021 parce que leur contrat est trop lourd à supporter. Voilà. Et donc on va sortir la boule de cristal et on va essayer de faire en sorte d'imaginer ce qui va se passer la saison prochaine. On arrive à la fin de ce podcast. Merci Thiergo d'avoir été là comme d'habitude, fidèle au poste. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt sur Only a Giant Podcast. À plus tout le monde. Ciao. Ciao.